Merci aux organisateurs de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui. Le sujet qui m'est proposé, c'est de donner mon avis quand appeler les rythmologues après un arrêt cardiaque, on va dire réfractaire. Euh, Certaines arythmies peuvent mener aux arrêts cardiaques. Je parlerai très rapidement des bradycardies et des arythmies supraventriculaires. C'est assez rare, mais l'essentiel, bien sûr, des causes rythmiques des arrêts cardiaques, notamment réfractaires, ce sont les arythmies ventriculaires. J'essaierai de vous parler plus abondamment de ce sujet. Alors, est-ce qu'il faut appeler le rythmologue sur un arrêt cardiaque bradycardique, sur une asystolie, au sens rythmique du terme, sur un bloc AV de haut degré? Ben non, pas nécessairement. Ça, vous savez tous gérer. Et il n'y a pas de nouvelles choses dans ce domaine depuis très longtemps. Vous savez qu'il faut chercher des causes cardiaques comme l'ischémie, l'infarctus, des anomalies inflammatoires, des causes non cardiaques, que ce soit métaboliques, que ce soit ioniques, que ce soit neurologiques, des causes plus ou moins rares, des causes médicamenteuses, mais le plus souvent, ce sont des causes dégénératives, définitives, et le traitement, bien sûr, va être médicamenteux. C'est l'atropine, c'est l'isuprel, c'est les bêta-mimétiques, c'est parfois le glucagon ou les anticorps antidigoxines dans certaines circonstances, mais tout ça n'a pas bougé depuis bien longtemps, et on ne fait pas mieux que vous de ce point de vue-là. Et sinon, bien sûr, c'est la stimulation transthoracique quand on est en préhospitalier, s'il y a besoin. Sinon, c'est la stimulation intracardiaque, et puis tout ça se termine par un pacemaker. Et en gros, dans l'immense majorité des cas, vous n'aurez pas besoin d'appeler le rythmologue, vous vous débrouillerez très bien vous-même. Par contre, là, quand on arrive sur les arythmies tachycardie supraventriculaire ou ventriculaire, peut-être que dans certains cas, il faut peut-être appeler le rythmologue. Ça, c'est l'exemple typique des seules causes d'arythmie supraventriculaire qui peut se terminer par un arrêt cardio-circulatoire. C'est une fibrillation atriale qui est conduite de manière très rapide par un faisceau accessoire, sur un Wolff-Parkinson-White, on va dire malin. Et quand les propriétés de conduction antérograde du faisceau accessoire font que la conduction va être très rapide, quand on a des intervalles entre deux QRS qui sont de moins de 250, voire moins de 200 millisecondes, comme dans cet exemple 160 millisecondes, eh bien, la fibrillation peut se transformer au niveau atrial et passer en ventriculaire et donner donc une fibrillation ventriculaire à un arrêt cardiaque. Alors, les recommandations sont bien clairement établies depuis très longtemps. Il n'y a pas beaucoup de nouveautés dans ce domaine-là. Il faut bien sûr faire une cardioversion électrique dès que la FA est mal tolérée, sans attendre. Sinon, vous pouvez faire de la flécaïne IV, en Europe du moins, de la flécaïne, qui va très rapidement ralentir la réponse ventriculaire de la fibrillation atriale et, dans un certain nombre de cas, faire passer le patient en rythme sinusal en quelques dizaines de minutes, qui est beaucoup plus efficace, à mon avis, que la cordarone, qui est beaucoup plus lente. Donc ne pas hésiter, si le patient a une FA bien tolérée, mais très rapide sur un Wolff-Parkinson-White, à faire de la flécaïne. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire, et ça vraiment c'est quelque chose, bon, je pense que vous le savez maintenant, c'est un message qu'on enfonce depuis des années, mais il ne faut surtout pas donner de digoxine ni de calcium bloqueur du type verapamil ou diltiazem, qui sont alors pour le coup strictement contre-indiqués, parce qu'ils vont encore raccourcir la période réfractaire de la voie accessoire, et ils vont favoriser le passage en fibrillation ventriculaire, mais ça, à peu près tout le monde le sait maintenant. Et puis les patients qui sont ressuscités, bien sûr, d'un arrêt cardio-circulatoire, on les confie au rythmologue et qui sont ablatés, et en général, dans l'immense majorité des cas, ces patients sont considérés comme guéris. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez clair, mais parfois, il y a des diagnostics qui ne sont pas toujours faciles, donc ne pas hésiter à nous appeler. Par contre, pour les arythmies ventriculaires, là, il va falloir qu'on travaille en collaboration, parce que vous allez voir que les choses ne sont pas toujours très simples. Donc il y a beaucoup d'arythmies ventriculaires qui peuvent donner des arrêts cardiaques réfractaires. Il y a les TV, il y a les fibrillations ventriculaires, les torsades de pointe, il y a l'orage électrique sur lequel je vais revenir. Et puis il y a des situations un peu particulières sur lesquelles j'aimerais attirer votre attention. Alors les arythmies ventriculaires, il y a un management qui est global. Ce n'est pas une stratégie, il y a tout un ensemble de considérations et de prises en charge qui vont être à la fois spécifiques et non spécifiques. Spécifiques, ça va passer par les antiarythmiques, et vous allez voir que c'est relativement simple et qu'il n'y a pas beaucoup de choses à connaître, que c'est à peu près toujours les mêmes drogues qu'on va utiliser. Mais sinon, ça va passer par l'ablation, bien sûr, par des thérapeutiques beaucoup plus ésotériques et récentes. Et puis, il y a des manœuvres non spécifiques qui sont tout aussi importantes et que vous pouvez mieux mettre en pratique que nous, qui sont la sédation, la réanimation, éventuellement, on me dira un mot de l'ECMO. Alors, les thérapeutiques non spécifiques, c'est d'abord traiter si vous avez l'impression qu'il y a une cause qui déclenche les arythmies, et on parle essentiellement des arythmies multirécidivantes, parce que si vous avez fait un choc électrique pour une fibrillation ventriculaire et que le rythme est revenu sinusal est stable, en fait, il n'y a plus besoin
d'appeler le rythmologue en aigu, mais si vous avez des arythmies incoercibles, eh bien, il va falloir regarder s'il y a une cause qui spécifique un élément déclencheur, et ça peut être par exemple une ischémie, parce qu'il va falloir revasculariser le patient, une hypocalémie, il va falloir la traiter, une bradycardie, il va falloir accélérer le patient. Il y a des cas comme ça où on trouve des petits éléments qui nous permettent de temporairement au moins calmer les choses. Et puis sinon, le meilleur traitement antiarythmique, qui est meilleur que tous les antiarythmiques de la création, c'est la sédation. Et plus elle est profonde, plus elle est efficace. Donc ça va des anxiolytiques jusqu'à l'hypnobel, au propofol et jusqu'à l'anesthésie générale. Donc ça, vous savez faire mieux que nous. Et nous, on est très très à l'aise avec ça. On vous demande beaucoup de conseils. On demande, quand je suis à Toulouse, je demande très souvent à mes collègues réanimateurs de m'aider à ce sujet, parce que vraiment la sédation, c'est le meilleur antiarythmique. Et le plus souvent, on arrive à calmer le jeu et à pouvoir réfléchir un peu plus au calme dans les orages rythmiques. Alors les antiarythmiques, il n'y a pas non plus de révolution dans le domaine. Il faut savoir qu'il y a 3 drogues avec lesquelles vous allez pouvoir, au moins dans un premier temps, essayer de traiter les patients. C'est les bêta-bloqueurs, ça c'est la pierre angulaire de toute arythmie ventriculaire, sauf cas particulier. Là je vous ai mis ceux qui sont recommandés parce qu'ils sont très faciles à utiliser par voie intraveineuse et puis ils ne sont pas contre-indiqués dans l'insuffisance cardiaque, même si ce n'est pas trop le problème là. Sinon, après, c'est la cordarone, par voie IV plus rapide que par voie orale, dans ce cadre de figure très particulier, en sachant que, ça c'est une étude du New England qui montrait que pour les arrêts cardiaques préhospitaliers, le fait de mettre de la cordarone semblait diminuer la mortalité à l'admission, ce qui n'était pas vrai avec la lidocaïne dans ce travail. Et la lidocaïne, justement, c'est le seul antiarythmique de classe 1 que vous pourrez utiliser dans ce cadre très particulier, surtout si c'est des patients ischémiques, surtout s'il y a de l'acidose, parce que l'effet du bloqueur sodique, du canal sodique, va être majoré encore par l'ischémie et l'acidose, et donc va aider l'action de la lidocaïne. Et en plus, c'est un produit qui a une faible action inotrope négative, donc vous pouvez quand même l'utiliser, sauf si la fraction d'injection est vraiment très basse, et notamment après échec du bêta-bloqueur de la cordarone, donc l'axilocaïne, qui est vraiment un très bon antiarythmique dans ce cadre très particulier. Alors quand on regarde les méta-analyses sur les antiarythmiques, ça c'est une méta-analyse qui était chez les patients qui étaient implantés défibrillateurs. On voit que la cordarone, ça marche par rapport aux autres antiarythmiques de classe 3, c'est relativement efficace sur la prévention des récidives d'arythmie ventriculaire, plus que les autres produits, même si ça ne modifie pas la mortalité. Par contre, quand on s'adresse aux arrêts cardiaques, il faut être un peu plus humble, une population très particulière, mais on voit que la cordarone, ni la xylocaïne, ni le magnésium, oubliez le magnésium, ça ne sert absolument à rien, jamais eu de démonstration d'action antiarythmique, même si c'est utilisé couramment. Vous voyez que la survie à l'admission n'est pas spécialement modifiée par des antiarythmiques, et la survie après, à la sortie de l'hôpital, elle serait même plutôt aggravée après la xylocaïne. Donc, ce n'est pas des médicaments qui font des miracles quand même. Mais on retrouve tout ça dans les recommandations de 2015, bêta-bloqueur, cordarone, xylocaïne en cas d'échec, et puis stimuler le cœur de manière rapide, qui a une action antiarythmique si vous avez des TV incessantes. Parfois, en stimulant le cœur à 100, 110, 120 par minute, on arrive à trouver des gammes de fréquences où les TV ne se reproduisent plus, et on peut un peu gagner du temps comme ça. Et puis, si vous avez des arythmies polymorphes, s'il vous plaît, pensez bien sûr à l'ischémie. Ça, c'est vraiment une des seules indications de la coronarographie en urgence sur des arythmies polymorphes. Autant sur des TV monomorphes, ça ne sert à mon avis pas à grand-chose parce qu'il n'y a pas de cause ischémique, même s'il faut revasculariser le patient pour d'autres raisons. Mais sur les arythmies polymorphes, c'est vraiment vital de les dédouaner une ischémie. Ça, c'est une situation très particulière qu'il faut connaître. Ce n'est pas très fréquent, mais si vous avez des orages rythmiques, des fibrillations incessantes sur des syndromes de type canalopathie, de type Brugada, repolarisation précoce ou des fibrillations ventriculaires idiopathiques, le traitement, ce n'est pas les bêta-bloqueurs, au contraire, c'est l'isuprel. C'est l'antidote qui va permettre une normalisation des anomalies de la repolarisation, comme dans cet exemple. En quelques minutes, le ST+, en dérivation V2 va disparaître et les fibrillations ventriculaires vont disparaître. Ce n'est pas le cas dans le QT long, là c'est plutôt des bêta-bloqueurs, mais pour le Brugada et la repolarisation précoce, c'est l'isuprel. Et l'isuprel permet de calmer et de faire disparaître de manière quasi instantanée les fibrillations ventriculaires. Et si ce n'est pas suffisant, l'autre traitement, c'est la quinidine, qui s'appelle en fait le Cerecor au niveau commercial, qui est un vieil antiarythmique, mais qui est vraiment très, très spécifiquement gardé pour cette indication d'orage rythmique très particulier. Donc, isuprel, quinidine, et puis il y a des cas tout à fait exceptionnels où il faut faire une ablation en urgence.
Alors justement, l'ablation, c'est quand même une recommandation de classe 1 maintenant de la recommandation pour les arythmies ventriculaires multirécidivants, les orages rythmiques, les TV incoercibles. Il faut y penser, bien sûr. Alors l'orage rythmique, c'est la définition actuelle, c'est plus de 3 ou plus de 3 arythmies ventriculaires malignes en moins de 24 heures, ou des TV incessantes pendant plus de 12 heures. Il y a tout un tas d'arbres décisionnels dans la littérature que vous pourrez trouver qui vous expliquent comment faire quand vous avez un orage rythmique, qui reprennent plus ou moins tous les mêmes étapes. On va essayer de les faire l'une après l'autre. Vous allez voir que c'est relativement de bon sens et assez simple. Alors l'orage rythmique, c'est fréquent. C'est 20 à 30% des patients qui ont un défibrillateur dans leur vie, à 3 ans, ils vont faire. Donc il y a un tiers de ces patients qui va faire un orage rythmique, plus en cas d'implantation en prévention secondaire, mais aussi en prévention primaire. Et on a régulièrement, à peu près chaque semaine, à Toulouse, des patients qui rentrent pour des orages rythmiques et qui sont implantés dans un défibrillateur. Donc il va falloir les manager à peu près tous de la même manière. Ça a un rôle pronostic en aigu. Si on ne fait rien, bien sûr, ça va très mal se terminer. Mais aussi à long terme, par rapport aux gens qui n'ont pas fait d'orage rythmique, ces patients, une fois traités, ont un pronostic un peu plus sérieux. Ça témoigne simplement d'une extension du processus involutif de la cardiopathie sous-jacente. Alors, ce sont souvent des hommes relativement âgés, avec une cardiopathie ischémique, une fraction d'éjection basse, ça je ne vous apprends rien. Et puis parfois, on trouve une cause réversible. C'est relativement rare, mais il faut la chercher. C'est l'hypocalémie, c'est l'ischémie, c'est l'insuffisance cardiaque congestive décompensée, c'est l'hyperthyroïdie, le sepsis, certains effets antiarythmiques, mais malheureusement, le plus souvent, on ne trouve pas de cause. Alors ça, c'est important à savoir. Les patients qui ont un défibrillateur vont rentrer dans un genre de cercle vicieux, parce que l'arythmie va déclencher l'appareil, qui va délivrer un choc électrique, qui va accroître le stress, la douleur, qui va eux-mêmes redéclencher l'arythmie. Et donc on rentre dans un cercle vicieux qu'il va falloir casser en urgence. Et pour casser ce cercle vicieux, c'est très simple. Il suffit de mettre un aimant sur l'appareil pour éviter de délivrer des chocs qui, le plus souvent, ne sont pas toujours utiles en plus. Après, on peut reprogrammer l'appareil pour lui demander de faire des séquences de stimulation antitachycardique beaucoup plus nombreuses et indolores, et puis réserver le choc électrique externe pour des vrais cas de fibrillation pour lesquels il faut traiter ça en urgence. Mais ne pas le faire de manière automatique par l'appareil, ça permet de casser ce cercle vicieux. Et puis l'ablation dans les orages rythmiques, ça marche vraiment très bien. Il y a pas mal de séries, ça c'était la principale qui est parue il y a quelques années, et on montre bien dans ces séries que quand on réussit à ablater un orage rythmique, quand le patient sort de salle et où il n'y a plus de tachycardie, il n'est plus déclenchable, clairement il fait beaucoup moins de tachycardie dans le futur, dans le suivi, il ne fera plus d'orage rythmique, et puis même sa survie, sa mortalité va être diminuée par rapport aux autres patients. Donc l'ablation, ça marche bien, et dans cette méta-analyse relativement récente, on montre qu'on a un succès aigu d'ablation. Alors succès aigu, ça veut dire qu'il ne fait plus de tachycardie et parfois il n'est même plus déclenchable. Succès aigu, c'est 70%, donc ce n'est pas si mal que ça, avec un taux de récidive d'orage rythmique qui est relativement faible, 6%, une mortalité aiguë qui n'est pas très importante, et puis une mortalité globale qui est importante. Par contre, ce sont des patients très altérés et qui est plus souvent d'origine insuffisance cardiaque que rythmique. Juste un mot pour des thérapeutiques un petit peu plus ésotériques, mais qui peuvent se proposer dans les cas réfractaires à tout, c'est ce qu'on appelle la dénervation sympathique, la sympathectomie dorsale, où on va enlever par voie chirurgicale ou par chirurgie mini-invasive par vidéo le deuxième, troisième et quatrième ganglion thoracique gauche ou même droit, et la moitié inférieure du ganglion stellaire, avec des succès qui sont relativement bons, même si c'est imparfait, sur les patients qui sont réfractaires à tout, où on diminue clairement le nombre de récidives dans le temps, en sachant que c'est une chirurgie extrêmement délicate, qu'il faut un chirurgien qui sache faire, parce que le principal risque, c'est de faire un syndrome de Claude Bernard-Horner, du fait de la destruction trop importante du ganglion stellaire. Et puis après, il y a des thérapeutiques encore plus ésotériques qui ont été proposées, mais pourquoi pas dans les cas réfractaires à tout, c'est la dénervation rénale sur quelques toutes petites séries qui ont montré qu'on avait un effet antiarythmique propre, probablement dans des cas très particuliers. Et puis l'ECMO, je la garderai personnellement, moi, pour des cas réfractaires à tout. Alors, par contre, l'ECMO nous permet, dans certains cas, de réaliser des ablations de manière beaucoup plus confortable, effectivement, en sachant qu'il y a quelques études dans la littérature qui incluent peu de patients, mais qui montrent que même si c'est plus facile, qu'on peut faire un meilleur mapping, les résultats à long terme ne sont peut-être pas si supérieurs aux autres ablations. Donc, on le fait quand on est contraint et forcé. Je ne suis pas sûr qu'il faille mettre des ECMO de manière systématique sur les orages rythmiques
tant qu'on n'a pas essayé les autres thérapeutiques. Et puis pour terminer, je passerai sur les torsades, juste un cas clinique pour vous montrer un petit peu à quoi ça peut ressembler, ces orages rythmiques, notamment post-infarctus, ce qu'on appelle chez nous les fibrillations ventriculaires post-infarctus. Ça, c'est un patient qui fait un grand infarctus antérieur, fraction d'éjection basse, qui fait au 15e jour une 35 fibrillations ventriculaires. C'est fini, malheureusement, je n'ai pas pu vous le montrer. C'était juste pour vous montrer que ces patients, il ne faut pas hésiter à les confier au rythmologue, même en grande urgence, parce que l'ablation du réseau de Purkinje, c'est le réseau du tissu de conduction spécialisé dans intracardiaque, endocardique, et souvent il est lésé dans les infarctus. Et sa manière de s'exprimer, de sa souffrance post-ischémique, c'est de donner ces fibrillations ventriculaires incoercibles. Et l'ablation est relativement simple, et quand on brûle ce réseau de Purkinje, dans la grande majorité des cas, on guérit complètement ces patients qui auparavant étaient considérés comme réfractaires à tout. Voilà donc en conclusion, à la fois les bradycardies, les tachyes supraventriculaires et les TV peuvent donner des arrêts cardiaques. Bien sûr, il faut faire un diagnostic correct et un management le plus optimal possible. Et là, bien sûr, on est là pour vous aider, donc il ne faut pas hésiter à nous appeler, surtout pour les TV. Que les médications antiarythmiques, ça ne marche pas si mal que ça, même si ce n'est pas parfait. Qu'il y a bien sûr une place pour l'ablation, notamment en cas d'orage rythmique, et peut-être pour des thérapeutiques beaucoup plus ésotériques et plus musclées dans certains cas particuliers. Voilà, merci beaucoup. Merci Philippe pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, a priori on reste assez calme. En pratique, c'est vrai qu'on ne t'appelle pas tous les jours, mais on t'appelle surtout sur du ventriculaire finalement, avec le cas typique que tu évoquais là, qui est le post-infarctus tardif, J10, J15. Et c'est clairement des malades qu'on a, surtout en pratique sur l'USIC souvent, mais qui vont faire jusqu'à 70, 80 TV dans la journée, choqués donc le même nombre de fois, parce que dans ce contexte-là, les antiarythmiques marchent souvent peu. Et c'est vrai qu'on a une stratégie où on mettait cordarone sulfate à tout le monde, sulfate de magnésium. Donc c'est vrai que le magnésium, on n'a jamais cru que ça marchait, mais on le mettait de principe. Et puis, est-ce qu'on peut garder du principe que chez ces malades-là, si ça ne suffit pas, on passe derrière la xylo, ou finalement tu dirais xylo d'emblée Oui, ça c'est un message important. C'est bien parce que ça répond aux diapositives qui ont été supprimées. C'est vraiment un syndrome qui est caricatural, qu'on a eu l'habitude, toi et moi, d'observer depuis de nombreuses années. C'est des patients qui ont fait un infarctus et qui commencent à faire une arythmie maligne de type fibrillation le plus souvent après la 3e jour. Et si vous avez un infarctus qui fait sans cause nouvelle ischémie, qui fait une fibrillation ventriculaire après le 3e jour, c'est hautement suspect de ce syndrome et vous n'allez pas vous en tirer comme ça. C'est-à-dire que très rapidement, il va faire fibrillation sur fibrillation. Et donc, il faut avoir déjà un genre d'arbre décisionnel pour réagir de manière très rapide. Alors effectivement, comme tu dis, c'est bêta-bloqueur cordarone, mais le plus souvent, ça ne suffit pas. L'étape suivante, c'est la xylocaïne, et là, ça marche très bien. C'est un antiarythmique qui est vraiment assez spectaculairement efficace là-dessus. Mais il y a des cas pour lesquels ça ne marche pas, et si jamais vous avez la moindre récidive sous xylocaïne, alors il ne faut pas attendre, il faut appeler le rythmologue, il faut ouvrir la salle et le mettre en ablation en hyper-urgence. Parce qu'on a perdu des patients en se disant, vendredi soir à 20h, on le fera lundi, et le lundi, c'était avant l'ECMO. Le lundi, il n'était plus là, le patient. Bon, maintenant, on a l'ECMO, effectivement, mais si on peut le faire sans ECMO, avant qu'on rentre dans cette spirale de FV incessante, c'est quand même, à mon avis, beaucoup plus simple et moins compliqué pour tout le monde. Voilà. Merci. Juste une petite question. Est-ce que l'esmolol a le même pouvoir anti-arythmique? Il n'y a pas de raison, a priori, que les autres? Non, il n'y a pas de raison, c'est un effet de classe. L'esmolol est toujours cité parce qu'il est très rapide de demi-vie, donc il est facile à utiliser. Nous, on ne l'utilise pas du tout en cardiologie, en rythmologie, l'esmolol. Mais je n'ai pas de raison de penser qu'il soit ni plus ni moins efficace qu'un autre. D'accord, parce que quand même tous ces patients qui ont une mauvaise FE, chez qui ça peut être intéressant de tester. Tout à fait. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, donc si... permettez, je vais clore la session, remercier tous les orateurs pour leur participation. Et puis, je crois qu'il est temps de terminer. Merci beaucoup. Et puis pour la technique, peut-être regarder aussi le cas de la dernière diapo qui systématiquement s'en va, ce qui est, de l'avant-dernière diapo qui ne peut pas passer. Je pense que c'est le dernier problème qui reste. Merci.